Bonsoir tout le monde et merci d'être venu à ce café débat. Quand nous sommes confrontés au traumatisme, quelles interventions d'urgence possibles? Alors pourquoi le traumatisme? Nous sommes une association nantaise qui a été créée il y a 2 ans et demi à peu près. Donc c'est une association qui réunit des professionnels de la santé, des psychologues, des sophrologues, des art-thérapeutes, des musicothérapeutes, et qui travaillent autour du groupe. Donc que ce soit le groupe thérapeutique, que ce soit aussi le groupe de professionnels, donc l'échange de professionnels, la cothérapie. On propose aussi des formations, on propose des groupes thérapeutiques, en psychopédagogie aussi. Donc on vous donnera un peu plus de détails après. Mais ce qu'il faut savoir pour préciser le contexte de ce débat, c'est qu'on travaille sur un thème sur l'année. Et pour cette année-là, Epsilon a choisi par vote de ses membres de travailler autour du psychotraumatisme. Alors c'est un sujet qui est quand même assez vaste, qui est assez complexe et qui est quand même d'actualité. Et donc vu que aussi les membres d'Epsilon, il y en a pas mal qui travaillent sur le terrain, qui touchent à ce sujet-là d'une manière et d'une autre, donc on s'est dit que ça serait intéressant qu'on puisse aborder ce sujet-là d'une manière très globale, très vaste, et en même temps qu'on puisse voir plusieurs angles différents. Donc pour ce café débat, ce qu'on a envie vraiment de faire, c'est de pouvoir expliquer d'une manière générale qu'est-ce que c'est que le psychotraumatisme, et en même temps de pouvoir l'associer à une cellule psychologique d'urgence qui est destinée pour les entreprises. Et c'est une des actions d'Epsilon actuellement. On a choisi 2 intervenantes, pas par hasard, forcément, pas par hasard, parce que toutes les deux sont membres d'Epsilon et toutes les deux ont une expérience quand même assez solide dans le domaine du traumatisme, chacune d'une manière différente. Je vous présente peut-être Laetitia Cuisinet-Calvino au tout début, qui est psychologue clinicienne, qui est spécialisée en victimologie, donc qui intervient au CHU de Nantes aussi avec des immigrés, avec voilà sur cette question-là en tout cas. Et en même temps, elle est formatrice, donc elle donne des cours autour du psychotrauma. Et je vous présente aussi Isabelle Constant, qui elle est psychologue du travail, qui a son cabinet libéral au centre de Nantes. Et en même temps, elle intervient auprès des salariés qui sont en souffrance et auprès des entreprises également sur le sujet de la santé au travail. On peut préciser aussi que tu es membre d'une autre association, peut-être, d'écoute plutôt, de tout ce qui est autour du traumatisme d'inceste. Donc voilà, donc il y aura un temps où les intervenantes vont présenter un petit peu le sujet, et après le débat, ça va être à vous. Peut-être que Laetitia, tu pourras nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le psychotraumatisme. Quand est-ce qu'on peut parler de psychotrauma en tout cas? Alors pour donner un peu une définition générale sur le psychotrauma, on pense le traumatisme psychique comme une effraction en fait du psychisme qui va déborder nos défenses et qui va venir effracter, c'est-à-dire pénétrer de manière forte l'équilibre psychique qu'on a mis en place parfois depuis des années. Moi je fais souvent pour expliquer, j'ai des patients effectivement migrants qui n'ont pas la même manière d'entendre et de comprendre les choses, et je leur fais souvent une forme d'analogie entre la blessure corporelle et la blessure psychique. Si vous avez un coup porté par exemple à votre bras avec une blessure suffisamment conséquente, ça va demander pour cicatriser à la fois du temps mais surtout des soins qui vont être appropriés. L'idée c'est qu'en tout cas cette blessure que vous avez sur le plan physique, elle peut être tout à fait la même sur le plan psychique, et que tant qu'elle ne sera pas soignée, va rester finalement béante. On pourrait faire aussi cette analogie de suinter et donc de continuer à provoquer des symptômes qui peuvent parfois être présents pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors en psychologie, il y a 2 écoles qui se distinguent en fait sur la question du psychotrauma. L'école anglo-saxonne d'un côté et l'école française de l'autre. Sur le plan de l'école anglo-saxonne, ils ont tendance à penser que c'est l'événement en soi qui est porteur de trauma. Alors que l'école française a plutôt tendance à penser que c'est un rapport de subjectivité. C'est plutôt une personne dans sa propre histoire, dans sa propre manière de fonctionner,
qui va être atteinte d'une manière particulière par rapport à ce qu'elle vit. Alors moi j'ai plutôt tendance à penser que c'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'il faut à la fois un événement particulier avec un potentiel traumatique dans cet événement, donc souvent violent, inattendu, suffisamment particulier en tout cas, et en même temps une subjectivité particulière, dans un moment de vie particulier, où les défenses qu'on a l'habitude de mettre en place quand on est face à un événement de vie particulier n'arrivent pas à se mettre en place. En tout cas, il y a quelque chose du réel de la mort dans la question du psychotrauma. Donc c'est plutôt un auteur qui s'appelle Le Bigot qui a beaucoup travaillé là-dessus, où lui il fait la distinction justement entre les victimes qui vivent elles-mêmes le traumatisme et puis les familles ou nous, les professionnels, quand on écoute la question du trauma. Et pour lui, les seuls patients qui sont victimes du traumatisme psychique sont ceux qui vivent finalement dans leur chair et psychiquement la question du réel de la mort. Freud disait que finalement, même si on a conscience qu'on va mourir un jour, cette question-là, elle est jamais présente dans l'inconscient. Alors quand vous rêvez par exemple, ça vous est peut-être déjà arrivé de rêver que vous êtes en train de mourir, ça se produit jamais. C'est-à-dire que c'est toujours le moment où vous allez vous réveiller. Il y a quelque chose qui n'est pas possible, qui n'est pas représentable. Et en fait, les patients qui vivent le psychotrauma vont dire « je me suis vu ou j'ai cru être mort ou j'ai vu la mort en face et ça a changé quelque chose ». Donc c'est ça la question du psychotrauma. Un autre auteur moi, qui m'a beaucoup apporté et que j'ai eu la chance d'avoir en Master 2 en cours, c'est Louis Kroc, un psychiatre militaire qui a beaucoup travaillé sur les traumatismes de guerre et qui nous ramène la question de comment on détermine le trauma psychique. Donc il y a 3 symptômes principaux qui permettent d'évaluer qu'il y a un psychotrauma. Le premier, c'est ce qu'on appelle la répétition. Alors, de manière assez simple, c'est que vous avez donc une effraction de ce réel de la mort qui va arriver dans votre équilibre psychique, qui va laisser ce qu'on appelle une trace mnésique, donc une trace, une image, quelque chose qui va rester à l'intérieur de vous et qui va se répéter sans cesse. Donc les gens disent, la journée j'ai des flashs, la nuit je fais les mêmes cauchemars et je revis sans cesse la même scène. La scène qui a créé le trauma. Le deuxième grand syndrome qu'on retrouve dans le psychotrauma, c'est la notion d'état d'alerte. Les personnes sont sensibles au bruit, ont peur en fait que ça recommence, donc ils ne supportent pas la foule, ils vont avoir peur du moindre bruit fort, ils vont pas réussir à dormir. Moi j'ai des patients qui m'expliquent devoir marcher en long et en large toute la nuit ou marcher toute la journée pour tenter en tout cas de faire quelque chose avec ce qui se produit à l'intérieur d'eux. Le dernier grand syndrome qu'on retrouve, c'est la conduite d'évitement. Là encore une fois, on va chercher à ce que les choses ne se reproduisent pas, donc on va éviter les endroits où on peut être susceptible d'être victime, on va éviter la foule, on va éviter les gens, et d'autant plus quand on a vécu un traumatisme qui est lié à d'autres personnes. Ça va être très différent de vivre un traumatisme parce que vous étiez au mauvais endroit au mauvais moment et qu'il y a un tsunami ou un tremblement de terre. Et c'est très différent de vivre un traumatisme quand c'est quelqu'un qui vous fait du mal. Il y a quelque chose de la réalité d'un être humain qui est potentiellement agressif et violent avec vous, qui va changer un petit peu les valeurs de l'humanité que vous avez. Alors pour nous, nous les psychologues, il y a une chose qui est importante pour déterminer la question du psychotrauma, c'est la question du temps. On considère que finalement, le temps n'a pas d'effet sur le psychotrauma, et c'est d'ailleurs ce qui le rend transmissible, c'est-à-dire qu'on sait aussi à quel point un trauma non élaboré va être transmis sur les générations qui suivent, parce que finalement, cet événement va se cristalliser à l'intérieur de l'intégrité psychique de la personne, va continuer à avoir de l'effet, et malgré le temps qui passe, c'est un petit peu notre marqueur de référence, parce que pour nous, quand on prend les personnes au moment de l'événement, puisqu'on va parler de la question de l'urgence, au moment de l'événement, tout le monde est marqué par l'événement, évidemment. Par contre, dans les prochains jours, il y a ceux qui très vite vont mettre des ressources ou des choses en place pour aller mieux. Et puis, il y a aussi ceux qui vont continuer, malgré le temps qui passe, à aller moins bien ou à amplifier les symptômes qui vont être présents. Que tout le monde cauchemarde ou repense beaucoup à l'événement dans les 2-3 premiers jours, c'est tout à fait normal. Par contre, on voit bien que la question du temps qui passe ne va pas avoir d'effet pour tous ceux qui vont être marqués par le traumatisme. Le Bigot fait cette différence entre justement la question du stress et la question du traumatisme,
qu'on évalue en général après 3-4 jours. Donc c'est important pour introduire ce que Isabelle va discuter avec vous autour de la question de la cellule d'urgence. Donc la cellule psychologique d'urgence, c'est un espace de parole où les personnes qui ont vécu un événement potentiellement traumatisant vont pouvoir en parler et verbaliser ce qu'ils ont vécu. Alors ce qu'ils ont vécu au niveau des faits, de ce qui est objectif des faits, et aussi leur vécu subjectif. Donc là, on va être plutôt sur les émotions, les ressentis, les pensées qui vont arriver alors au moment de l'événement et puis après. Alors les objectifs de ces cellules psychologiques d'urgence, c'est de réduire l'apparition des troubles psychologiques, avoir une meilleure récupération psychique aussi, c'est ce que ça permet. Ça permet de détecter le plus tôt possible les personnes qui auraient un besoin particulier face à ce psychotrauma. Comme disait Laetitia, il y a des personnes, on peut observer que ça va être pour elles plus facile que pour d'autres. Et parfois, dans ce temps-là de la cellule psychologique d'urgence, on peut déjà repérer des personnes qui vont pouvoir être en difficulté pour en parler, ou ceux qui pourraient sortir de la salle parce que ça devient trop difficile. Alors comment ça se passe? Ce lieu d'expression et de partage permet aussi de normaliser, entre guillemets, les réactions qu'ont les personnes, les réactions, les émotions, les pensées, et aider les personnes à trouver des ressources pour dépasser l'incident critique. Concrètement, le dispositif doit être mis en place, effectivement, par rapport à ce que avait introduit Laetitia, au plus tard, avant les 72 heures. Parce que sinon, après, on rentre dans quelque chose où les 3 jours sont dépassés. Il y a une pseudo-tolérance jusqu'à 7 jours. Ensuite, moi, dans ma façon de faire, je demande à ce qu'il y ait un endroit tranquille, un lieu tranquille où les personnes puissent avoir aussi un climat de confiance. Dans le lieu tranquille, il ne faut pas qu'elle soit vue, qu'elle ne soit pas à la vue des autres, de leurs collègues de travail par exemple, que ce soit quelque chose qui demeure confidentiel, convivial en tout cas, dans la mesure du possible. Le temps de la cellule ne dépasse pas la durée de 3 heures, parce que sinon on n'est plus dans l'écoute, ça devient pénible pour tout le monde, pour l'intervenant et pour les personnes qui sont présentes. Et puis ça doit être réalisé, de mon point de vue, en petits groupes homogènes. Quand j'interviens en entreprise, je ne fais pas venir toute l'entreprise en même temps, au même moment, sur ce temps d'échange autour de ce qu'ils ont vécu. Je demande à ce que les groupes, si possible, soient homogènes. Par exemple, si on est dans une entreprise où il y a eu quelqu'un qui a eu un accident de très grave dans un endroit de l'entreprise, eh bien, je vais faire en sorte que ce soit les personnes qui étaient présentes qui fassent partie d'un groupe, les collègues qui n'étaient pas là d'un autre groupe, peut-être des personnes de l'encadrement qui se questionnent autour des fautes de ce qu'ils ont pu faire, pas faire, etc., des réactions qu'ils ont eues ou pas eues lors de l'événement. Et ceux-là, je les oublie pas parce que généralement, ils s'oublient. C'est eux qui appellent pour l'intervention et généralement ils s'oublient, donc j'essaye de faire en sorte effectivement de les inclure et de leur demander quels besoins ils pourraient avoir. Et puis ce que j'ai déjà dit là, du coup, ce que j'ai introduit, c'est un petit peu du cadre. Les moins de 3 heures, le lieu tranquille, le climat de confiance. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que je me présente. Parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, bon, moi déjà, j'aime pas trop le faire, mais je ne sais pas si parmi vous, si je vous fais lever la main, est-ce qu'il y en a qui arrivent à parler devant des personnes qu'ils ne connaissent pas du tout? Personne. Parce que sinon, j'aurais eu une autre question. Donc, effectivement, c'est très difficile de parler devant des personnes qu'on ne connaît pas, et surtout dans un événement où on est quand même émotionnellement touché. Parfois, on a des images de scènes qui sont assez difficiles. Et aussi, comment ça va se passer? C'est-à-dire, c'est quoi ce lieu dans lequel on est, ce regroupement, où on est avec des collègues. Et donc, du coup, j'explique aussi comment ça va se dérouler, les différents temps. Donc, ce cadre, donc il y a la durée, il y a la confidentialité, ce qui se passe dans le lieu demeure dans le lieu. Il y a l'écoute, la liberté d'expression, le non-jugement. Et puis, je leur demande toujours s'ils ont besoin d'autre chose. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? Est-ce que c'est suffisamment confortable pour vous, pour pouvoir parler de ce que vous avez vécu? Parce que je sais que c'est difficile. Après la présentation du dispositif, leur avoir dit comment ça allait se passer, les participants vont enfin pouvoir décrire l'événement tel qu'ils l'ont vécu. Ensuite, il y a un temps d'expression, de réaction qu'ils ont eu immédiatement lors de l'événement, des émotions,
des comportements qu'ils ont pu avoir depuis l'événement. Donc il y a le temps de l'événement, le factuel, le ressenti, l'émotionnel au moment de l'événement, et puis également après l'événement, depuis qu'ils sont rentrés chez eux pour certains, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé depuis pour vous? Qu'est-ce que vous avez vécu? Et chacun peut observer qu'il y en a qui se ressemblent, il y en a qui sont différents. Et puis ensuite, il y a une phase d'enseignement pour expliquer les conséquences normales dans une situation d'incident critique qui, elle, n'est pas normale quelque part. On ne s'attend pas à ça, c'est pas quelque chose qu'on a prévu, c'est imprévisible, inattendu. Généralement, je conclus sur le fait que, par exemple, ils peuvent avoir des propositions en termes de prévention. Il y en a qui ont peut-être des idées, tiens, pour pas que ça arrive, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça, je l'ai entendu. Parfois pour certains, qui ont déjà peut-être des idées. Et tiens, ce serait bien que là, finalement, à cette ligne-là, il y a eu l'accident, la personne était toute seule, et nous, on n'a pas vu. Donc du coup, peut-être qu'on pourrait faire en sorte que la personne soit plus toute seule au travail. Et ça, est-ce que ce serait possible de le dire à l'entreprise? Ok. S'ils n'évoquent rien au niveau des idées, je leur dis, voilà, en tout cas, vous êtes là aujourd'hui, vous êtes présents, et du coup, vous allez pouvoir, parce que je vous ai expliqué les symptômes que pourraient rencontrer vos collègues, vous allez pouvoir aussi vous repérer les symptômes chez vous, si vous en avez, qui perdurent dans le temps. Et si vous avez des collègues qui n'ont pas pu venir parce que pour eux c'était trop difficile, vous allez pouvoir aussi les aider. Quand je dis ça, on voit que les personnes se sentent presque soulagées de quelque chose parce qu'elles vont pouvoir agir. Et je me souviens d'avoir entendu une émission il y a quelque temps qui disait qu'effectivement il y avait une étude qui se faisait, je crois que c'est dans les pays anglo-saxons, autour de cette question de l'agir. Et ça me fait penser aux déambulations dont parlait Laetitia. C'est peut-être de mettre son corps en mouvement, d'être dans l'action. Peut-être qui peut aider ces personnes, en tout cas, à se sentir utiles dans cet endroit où ils ont pu être pour certains sidérés, en tout cas de ce qui s'est passé. Et puis on entend parfois aussi parler de débriefing. Alors, la notion de débriefing, c'est vrai que on parlait tout à l'heure que le psychotrauma c'était un peu plus au cœur de l'actualité. Vous avez tous vu effectivement, soit dans certains faits divers particuliers, soit dans la question des attentats, la mise en place de cellules d'urgence qui se déplacent, qui vient au moment de l'événement. Et puis cette cellule d'urgence, elle n'est pas là qu'à ce moment-là, pas qu'au début, elle va être là sur plusieurs jours. Et il y a une technique qui est importante et qui va laisser finalement une forme de place à la parole dans ce moment-ci tragique des organisateurs où justement il n'y a pas de mots. Quand on parlait de la sidération, c'est qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de sens à cet événement. Et le débriefing est une technique qu'on utilise en urgence dans ce qu'on appelle le post-immédiat. Donc là, on est sur 2 jours grand maximum après l'événement qu'on considère comme un événement particulièrement potentiellement traumatique. Alors on a tendance à penser que le débriefing est un temps collectif finalement, puisqu'on a vécu ces choses-là ensemble. C'est vrai qu'Isabelle parlait du groupe. Mais on peut faire le choix aussi de recevoir certaines personnes en individuel. Ça va un petit peu dépendre des besoins de chacun, de comment on a ressenti les personnes présentes. Est-ce qu'il y en a qui sont vraiment très très sidérés? Ça paraît important de les voir seuls, de leur donner un autre espace. Donc ça se fait un petit peu au fur et à mesure. Et puis parfois, certains ont une place bien particulière. Je pense par exemple, si on intervient sur une cellule d'urgence où il n'y a qu'une seule personne qui dirige. Alors, je me rappelle une cellule d'urgence pour une colonie de vacances, qu'un seul directeur. Le directeur, il est vu tout seul. Parce que sa place à lui est un peu différente de ses animateurs, des parents des enfants ou des enfants. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, cette cohérence de comment on forme les groupes, comment ça fait groupe. L'idée, en tout cas, c'est de donner un espace de parole, mais surtout ce qu'on appelle un espace de réassurance. C'est-à-dire que l'événement traumatique, il peut être potentiellement déshumanisant. On a pu se sentir seul, démuni, ne pas se sentir sauvé, soutenu dans ce qu'on a vécu. Et le débriefing et la cellule d'urgence viennent porter ça, cet espace de réassurance et d'étayage. L'idée est bien de venir sur un temps de prévention du psychotrauma. Alors là, ça se bataille un peu sur le plan théorique et sur le plan pratique. Il y a ceux qui pensent que ça peut se prévenir, il y a ceux qui pensent que de toute façon, pour certaines personnes, l'effraction, elle est déjà présente et de toute façon, ça va se mettre en place. Mais il y a ce que disait Isabelle qui est hyper important, c'est de prévenir l'arrivée des symptômes. C'est-à-dire dire aux gens, voilà, même si c'est pas tout de suite, même si c'est dans 6 mois, dans 1 an,
si vous ressentez ça, c'est important, et on leur dit où aller. On leur donne les adresses des services de victimologie, par exemple, etc. Donc ça, c'est important parce que les gens peuvent être perturbés aussi de leur ressenti, peuvent avoir l'impression de devenir fous, que c'est pas normal. Et que du coup, quand on a été un peu prévenu, on peut beaucoup plus savoir ce qui nous arrive et aller beaucoup plus vers le soin. En tout cas, plus vite. Là, une chose où on est un petit peu plus d'accord en fait en termes cliniques, c'est le traumatisme, il devient chronique assez rapidement. C'est-à-dire que si dans les 6 premiers mois, on n'a pas reçu de soins alors qu'on a un psychotrauma, on va le chroniciser et là, ça va être des soins beaucoup plus longs qui vont s'engager. Donc c'est aussi ce temps qui passe a de l'importance dans les soins qu'on va apporter. Ce qu'on peut retenir des buts de cette technique du débriefing, d'abord c'est favoriser l'élaboration du récit collectif ou individuel qui va permettre de mettre des mots sur un événement qui paraît ne pas avoir de sens. Et ça c'est important parce qu'effectivement c'est aussi ce qui va créer la répétition. Les patients rejouent sans arrêt dans leur tête ou en images les fractions traumatiques parce que ça n'a pas de sens. Et donc on tourne en boucle pour chercher du sens. Et ça, c'est important parce que ce récit collectif va permettre de la mise en mots. Il y a évidemment ce que disait Isabelle aussi, la question des émotions. Puisqu'il y a sidération, puisqu'il n'y a pas de mots, toutes les émotions vécues ne sont pas verbalisées. Elles n'ont pas le temps, en fait, d'être même compris ou entendues. Et du coup, c'est permettre aussi aux personnes dans cette forme de narration de réexprimer ce qu'ils ont vécu en termes émotionnels à ce moment-là. C'est aussi éviter l'isolement, parce que l'événement traumatique, malgré qu'on l'ait vécu ensemble, nous sépare. On se sent seul, on se sent démuni, on n'a pas l'impression de pouvoir tous réagir en tout cas de la même manière. Et donc là, c'est travailler finalement une forme de cohésion quand on est dans le collectif. Et puis le dépistage précoce, effectivement, de ceux qui nous paraissent déjà aller plus mal que d'autres. Alors on est toujours évidemment plus attentif à ceux qui n'arrivent pas à parler du tout, à ceux qui restent prostrés, à ceux qui sont agités. Alors voilà, c'est des repérages un peu qu'on a. Il y a peut-être ceux qui déjà mettent en place cette question psychotraumatique. Donc effectivement, on n'est pas tous d'accord sur l'efficacité de ces techniques. Il y a même des psychologues qui sont pas d'accord. Moi, j'ai pu entendre aussi même les gens dire mais qu'est-ce qu'elles ont, les CUMP, là, à sauter sur les gens alors qu'ils viennent de vivre un événement pas possible. On leur saute dessus, on met des tentes et c'est parti. Parce que ça a de l'intérêt, même si effectivement, moi je dirais que s'il faut la réduire au moins une chose, c'est la question de la présence chaleureuse et humaine de ceux qui viennent aider et soutenir. Après, chacun en prend ce dont il en a besoin. Et puis la possibilité de mettre en mots avec la question du secret professionnel, parce que même avec une CUP, même au niveau de l'urgence, on est dans ce secret professionnel qui va permettre aussi de favoriser la question du soin. Alors il y a 3 phases pour dérouler un temps de débriefing: le passé, le présent et le futur. C'est les 3 temps qu'on va essayer de travailler. Donc dans le passé, c'est comment l'événement a été vécu. Donc ça, c'est l'événement passé. Le présent, c'est qu'est-ce que vous ressentez maintenant, aujourd'hui. Et le futur, c'est qu'est-ce que l'événement change finalement dans votre vie. Donc concrètement, le débriefing qui doit être fait avec tact, souplesse, neutralité, qui n'est pas un temps d'interprétation. On n'est pas dans un travail psychothérapique habituel où on va chercher à travailler effectivement les liens, les ponts avec l'histoire du patient. Peut-être qu'il y a eu d'autres événements dans sa vie. On n'est pas là-dessus. On est vraiment sur la mise en sens de quelque chose qui vient de se produire. Et l'idée de le dépasser aussi, évidemment. Donc l'idée, c'est de proposer donc la possibilité de revenir sur un récit, d'associer ses émotions, son implication, ses conséquences personnelles aussi, ce que ça représente pour soi, d'être ensemble pour travailler effectivement sur ce qui nous a rassemblés, aussi séparés, ce qu'on a attendu des uns et des autres, ce qu'on aurait aimé nous faire différemment. C'est aussi des questionnements assez libres sur qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui n'a pas de sens, pourquoi ça nous arrive à nous maintenant. Et puis de pouvoir effectivement aussi écouter 2 choses qui sont difficiles, je trouve, en termes psychothérapiques, c'est la question de la culpabilité et la question de l'angoisse. Et là, l'idée en débriefing, c'est ok, vous vous sentez coupable, on écoute ça. Ok, il y a de l'angoisse, on soutient ça. On n'est pas encore, vous voyez, dans ce temps d'élaboration qui finalement va se produire plutôt en individuel et plutôt dans des temps... Alors, on n'est plus dans le post-immédiat, mais on est dans la continuité de soins. Donc, le débriefing individuel, il permet de travailler les problématiques
qui finalement ne se prêterait pas à un groupe habituel, comme on l'entend en psychothérapie. L'individuel sera choisi quand il y a besoin de faire des liens avec quelque chose d'intime. Parce qu'évidemment, on ne peut pas parler d'une forme d'intimité quand on est en groupe, on est plutôt sur le partage de l'événement. Et puis la dernière chose qui est importante, et là du coup je vais laisser Isabelle le développer, c'est qu'un débriefing, ça se fait toujours à deux professionnels. Et donc Isabelle va nous présenter un peu l'intérêt finalement de la co-animation, et qui est quelque chose de très important à Epsilon, qu'on essaye de favoriser également. Le débriefing se fait plutôt en co-animation. Parfois, les entreprises ne font venir qu'un seul intervenant, et c'est bien dommage. Parce que imaginez que là, on soit dans un groupe d'échange, et puis qu'il y en a un d'entre vous qui sorte, ou que là, moi, je sois en train d'écouter monsieur, en train d'évoquer l'événement tel qu'il a vécu. Et ben, je ne vais pas voir ce qui se passe pour madame, de ce côté-là. Parce que si je veux être dans la relation d'écoute, il va falloir que je me tourne vers cette personne, donc je vais négliger une partie, donc l'intérêt quand même d'être à deux. En plus, si il y en a un d'entre vous qui doit sortir, on peut imaginer que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de cette aide. Et imaginez que vous sortez et que vous vous retrouviez tout seul de l'autre côté de la porte. Et les autres qui restent ici, comment eux aussi pourraient se sentir de voir l'autre partir tout seul de l'autre côté de la porte. Donc vraiment, il y a vraiment cet intérêt d'être à deux. Epsilon, ce ne sont pas que des psychologues. C'est vrai que bien souvent, on pense à des psychologues. C'est tout à fait d'usage, c'est l'usage courant qui interviennent sur ce type de cellules. La spécificité d'Epsilon nous a amené à penser qu'il y avait possibilité d'intervenir autrement en binôme, peut-être avec des sophrologues, art-thérapeutes, musicothérapeutes. Et donc nous avons créé un groupe de travail pour réfléchir à cette question d'introduction d'une médiation autour de cette question de la cellule psychologique d'urgence. Il est ressorti de ce temps que peut-être pour le premier temps, de juste là, du maintenant, de l'ici maintenant, des moins de 72 heures avant, c'était peut-être difficile de mettre tout de suite l'art-thérapie ou la musicothérapie. Peut-être la sophrologie éventuellement, parce que ça pourrait permettre à des personnes de se recentrer dans leur corps, à retrouver une certaine relaxation, détente. On est encore sur cette réflexion-là. Il y a des personnes qui, eux, ont du mal à évoquer, à parler, à dire ce qui s'est passé. C'est très difficile parfois de dire. Et parce que ça passera pas peut-être par les mots pour ces personnes. À une semaine, 15 jours, ou le mois, un mois après, peut-être que là ça pourrait être intéressant pour des personnes pour qui ça a été plus compliqué de verbaliser, de le faire autrement, par la musicothérapie ou l'art-thérapie. Lara a une expérience, je vous ai dit qu'elle travaillait sur les traumatismes de guerre, donc peut-être qu'elle pourrait nous parler de son expérience en tant que musicothérapeute dans ces problématiques de psychotrauma. Alors, je précise juste à ajouter sur le fait que dans le groupe de travail, on réfléchissait à la place de l'art-thérapie et la musicothérapie dans l'urgence, et on s'est dit que peut-être dans ce contexte-là, il fallait que ça soit en deuxième temps pour une raison, c'est qu'en art-thérapie et en musicothérapie, on travaille beaucoup autour du jeu. Et il y a une notion quand même assez ludique qui est dans les propositions qu'on fait d'une manière et d'une autre. Ça peut être direct comme ça peut être indirect. Et on se posait la question là-dessus en fait. Est-ce que c'était vraiment le moment? Comment ça allait être accueilli? Alors le psychotraumatisme, c'est quelque chose que je connais. Je connais parce que je viens d'un pays qui a vécu la guerre. Je viens du Liban, où toute mon enfance et mon adolescence, jusqu'à un certain âge, j'ai pu vivre la guerre. Quand j'ai décidé de faire mes études après en musicothérapie, ce retour vers le Liban, en travaillant là-bas avec une population que je connais, des gens qui parlent ma langue, c'était quand même assez important. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir en tant que musicothérapeute dans deux contextes. Le premier, c'est auprès de plusieurs associations qui peuvent être internationales. Il y en a une internationale, une locale, qui accueillaient, c'était comme des centres qui accueillaient des personnes réfugiées qui venaient de la région autour. Par exemple, à l'époque, c'était les Irakiens pendant la guerre d'Irak, des Soudanais. Il y en avait aussi qui venaient de la Syrie. C'était vraiment le tout début aussi de la guerre en Syrie. Donc voilà, j'ai pu intervenir dans ce contexte-là où les gens sont déjà au Liban depuis très très longtemps.
qui essayent de vivre là-bas avec leur famille depuis très très longtemps. Et l'autre contexte, c'était de pouvoir intervenir en urgence. Et quand il y a eu la guerre entre Israël et le Liban, toute la population du sud du Liban qui a pu réfugier, accueillir une centaine de milliers de personnes pour vraiment dans l'immédiat, dans l'urgence. Et à ce moment-là, moi j'intervenais à la prison et l'association avec qui j'intervenais, on a très très vite changé de projet et on a mis en place comme une équipe qui a intervenu dans la semaine, qui a intervenu auprès de cette population-là. C'était avec des enfants en travaillant sur un projet d'animation et de soutien et d'écoute auprès de ces enfants-là. Pourquoi la musicothérapie peut faire quelque chose à ce moment-là? Dans l'urgence, c'était plutôt les enfants qui ont pu le plus bénéficier de ce temps-là parce que l'enfant est tout le temps dans le jeu, de toutes les manières il est dans le jeu. Et l'enfant, selon mes observations, ne vit pas la situation du même regard et dans la même intensité qu'un adulte. Il ne va pas vivre l'événement traumatisant de la même manière, il va plutôt le vivre par les yeux de ses parents. Ça veut dire que lui, du moment où ses parents sont tranquilles, il va plutôt l'accueillir, vivre avec. Par contre, si les parents sont touchés d'une manière et d'une autre, ça devient plus direct. Si les parents, il va absorber les émotions des parents qui sont quand même les émotions plus de l'ordre de l'angoisse, de la peur, etc. Donc, il va être un peu plus affecté. Et donc, du coup, la musicothérapie a pu trouver sa place d'une manière très naturelle là-bas. Parce que ce qu'on a fait, on a monté un projet avec plusieurs animateurs et on s'est dit que ça va être un temps d'occupation, occupationnel en tout cas, où ils vont venir tout simplement faire des ateliers, des activités, ils vont danser, ils vont chanter, etc. Et c'était à partir de ce projet-là où on a pu mettre en place des activités d'expression où l'enfant va pouvoir parler de cette peur, où l'enfant va pouvoir exprimer ses émotions et exprimer le fait qu'il n'est plus chez lui, qu'il a perdu sa maison, qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui, comment ça se passe. Beaucoup l'histoire qui revenait le plus, c'était question de l'ennemi. Donc on a l'ennemi en face et donc du coup c'est qui l'ennemi? Finalement c'est celui qui me frappe, c'est celui qui me tape, c'est celui qui m'agresse. Donc on partait vraiment sur ce registre-là. Donc ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que quand on parle de réfugiés de guerre, on parle à mon sens de deux traumatismes. Le premier, c'est vraiment le traumatisme de guerre. Ça veut dire au moment où on a vécu la guerre, qu'est-ce qu'on a pu voir là-bas? Qu'est-ce qu'on a pu vivre? Qu'est-ce qu'on a pu ressentir? Qu'est-ce qu'on a pu entendre? Les sons, les images, tout ce qu'on a pu vivre dans l'événement traumatisant. Et ce que j'ai pu observer après, c'était que, en plus de ce traumatisme qui était déjà énorme, il y avait un autre traumatisme qui était le traumatisme d'immigration en soi. Ça veut dire de tout laisser, de quitter ce pays qui est déjà en guerre, mais qui est détruit, mais qui a quand même une certaine valeur à nos yeux. Et donc, on est quand même sur un autre registre, de la nostalgie, on est dans la recherche d'un chez-soi, on est dans la recherche de notre propre identité, parce que finalement, on a tout perdu, on n'est plus syrien, on n'est plus irakien, parce qu'on est au Liban, mais en même temps, on ne peut pas laisser l'Irak, on ne peut pas laisser complètement la Syrie. Même si on est au Liban, on ne se retrouve pas facilement. Et donc, il y a vraiment beaucoup de facteurs qui se jouent. Et là, la musique, qu'est-ce qu'elle vient faire? Essayer d'aider, en tout cas, à mettre des mots sur ce ressenti-là, à pouvoir dire les choses d'une manière indirecte. On voit que ça se répète et que la plupart du temps, les personnes viennent nous raconter la même histoire, où on va sentir que les personnes ont à peu près le même comportement, donc la même façon de dire les choses, la même façon de réagir, la même façon de se positionner. Et donc, sur cette répétition-là, la musique vient créer quelque chose de différent. En fait. Donc il y a comme un effet surprise qui va faire que à ce moment-là, le traumatisme va arriver d'une manière indirecte. Et c'est pas forcément là où je suis stagnée avec ma mémoire à moi et mon souvenir à moi dans lequel je vis toute ma vie qui apparaît, mais d'autres souvenirs qui apparaissent à un moment donné, qui vont casser quelque chose et qui vont me renvoyer à une partie de cet événement que j'ai oublié à un moment donné. Et donc, petit à petit, on va travailler là-dessus. Vu que tout le monde ne connaît pas forcément la musicothérapie, on pensait que c'était un peu aussi comme de l'animation, ça veut dire faire du bien. Faire du bien. On peut mettre quelques musiques, on peut faire du bien. On fait du bien. Mais on ne fait pas du bien parce qu'on choisit une musique qui va faire du bien. On fait du bien parce qu'à un moment donné, il y a une musique qui résonne en nous d'une manière très très forte.
et qui va nous emmener à une émotion très 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 forte qu'on a peut-être travaillé, qu'on n'a peut-être pas du tout travaillé. Et c'est en partant vers cette profondeur et vers cette souffrance-là, en essayant de travailler cette souffrance-là, que la personne va se sentir bien après en fait. Et donc c'est pas toujours une expérience facile à vivre ou sympa à vivre, même si on est dans la musique et dans la joie de vivre d'une manière et d'une autre. J'ai eu plusieurs groupes, donc des groupes de femmes. Là, on était sur de la musicothérapie réceptive, ça veut dire je mettais des morceaux de musique et on échangeait autour et qu'est-ce que ça évoquait chez elles, etc. Et ça les mettait en mouvement, que ce soit le mouvement psychique comme le mouvement corporel. C'est ce qu'on était en train de dire, mettre son corps en mouvement finalement. Ça veut dire à quel moment on va sentir qu'on a vraiment envie de bouger, de se mettre debout, de danser. Et à ce moment-là, elles étaient en train de parler d'une guerre et d'un coup, elles réalisent on est là quand même en train de danser, même si on parlait de cette guerre-là. Avec les enfants, c'est un autre travail qu'on fait en musicothérapie. C'est beaucoup plus dans le jeu, beaucoup plus dans l'activité, beaucoup plus dans le travail corporel, beaucoup plus aussi dans les instruments, dans le chant, dans quelque chose de beaucoup plus ludique en fait. Et à partir de ça, on arrive à élaborer certaines choses parce qu'on fait appel à l'imaginaire, on fait appel à tout ce qui est symbolique, tout ce qui symbolise la guerre, par exemple. Je me rappelle d'une situation, et j'arrête après, je vous passe la parole, je ne l'oublierai jamais. La difficulté que j'avais à ce moment-là, en travaillant avec les enfants, c'était que je voyais dans les enfants des adultes, et vraiment la pensée des adultes. Ils me parlaient de leur vécu de cette guerre, comme si c'était leur papa qui parlait à un voisin, par exemple, ou la maman qui parlait à une voisine ou à sa cousine. Des mots d'adultes avec une certaine haine, mais vraiment une haine contre l'ennemi, contre celui qui va agresser, etc. Et à ce moment-là, c'était Israël, parce que c'était le contexte. En partant d'une musique où je ne savais pas qu'est-ce que ça allait apporter, j'ai mis le morceau de Carmina Burana de Karl Orff. Et à ce moment-là, les enfants évoquent la guerre. Ils ont commencé à imaginer des scénarios comme c'était à l'épée, avec des fusées, etc., des fusils, etc. Donc c'était vraiment la guerre et on partait dans l'imagination, raconter une histoire à partir de ça. Et un enfant, à un moment donné, il parlait de l'ennemi. J'ai commencé à questionner, c'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est celui qui vient me frapper, qui bat mes parents, qui tue mon cousin, qui etc., 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 etc. Jusqu'au moment où un des enfants a dit « Mais moi, cet ennemi-là, j'ai envie de le fusiller. Mais par contre, j'ai pas envie de le fusiller réellement, en fait. J'ai envie juste de le fusiller avec un anesthésiant, un produit qui va le faire tout simplement dormir. Mais après, il se réveillera, hein. Mais par contre, voilà, il va pas complètement disparaître. Et donc, ce sont ces moments-là où je me dis, voilà, c'est comme ça qu'à un moment donné, la musique va apporter une certaine manière de penser le traumatisme qui est différente, qui ne vient pas d'une façon naturelle dans le face-à-face et avec la parole, mais dans le jeu et dans le ludique et dans quelque chose de beaucoup plus indirect, en tout cas. Est-ce que vous avez des questions? Oui, allez-y. On vient de la CUP, quand on est déclenché par le 15, Oui. Sur des entreprises, sur des accidents d'entreprise, sur des attentats. La question, c'est avec un peu d'expérience, moi je trouve qu'on va plus vers de l'individuel plutôt que du groupe, parce que je pense qu'on s'est aperçu, on a travaillé avec les équipes sur le Bataclan, qu'il est de plus en plus, moi je trouve qu'il est de plus en plus difficile pour les gens d'entendre ce que d'autres dans le groupe ont vécu, que n'ont pas vu. Je pense à la pause du Bataclan, où il y a des gens qui pouvaient évoquer des situations où ils se sont retrouvés en situation de se protéger avec des corps, de se cacher sous les corps. Il y avait quelque chose de la honte, de se servir de corps pour protéger sa vie, de dire à une femme qui allait mourir « chute ». Tais-toi dans la fosse, parce qu'ils savaient que si les terroristes les entendaient, ils s'est aperçu que pour les gens c'était extrêmement difficile. Oui. On retrouve ça sur des entreprises où aussi ils nous disent, moi j'avais pas cette image-là, mais quand mon collègue il a raconté comment il était écrasé sous le camion, à ce moment-là, moi maintenant j'ai cette image-là de ce collègue que je n'avais pas. Et on disait que l'individuel c'était peut-être pas mal. C'est pour ça que j'impose un petit peu quelque part aux entreprises de faire des groupes homogènes, et je vais surtout pas leur demander qu'il y ait des personnes qui n'ont pas vu, qui n'étaient pas présentes, à être pas mélangées avec des personnes qui ont vu et qui étaient présentes. Pour moi, c'est indispensable. Pour juste compléter ce que tu dis,
Je pense que c'est vraiment le cadre des attentats, c'est vraiment un cadre très très particulier. Il y a du monde quand même qui est atteint. Donc, normalement, une intervention en entreprise, c'est une personne. Pas toujours, hein. Pas toujours. Le Bataclan, par exemple, sur le centre d'accueil, on était sur le centre d'accueil de l'école militaire, sur le Cali. Et ben, on avait des groupes, parce que les groupes étaient allés ensemble au Bataclan. On avait des groupes de copains, on avait des super potes, ils se faisaient une super soirée ensemble, ils se connaissaient très bien. On a vu la difficulté à être ensemble. Et l'individuel a été beaucoup plus aidant pour eux. Oui. Même si c'était des super potes. Oui, mais il y avait l'intime. La main dans la fosse. Oui. Puis la question finalement de la transmission. C'est-à-dire que finalement, quand l'autre dit autre chose, qu'il a vu autre chose, bah, il me transmet aussi à moi des choses que finalement je ne m'étais pas imaginées. Et ça vient plutôt renforcer des fois le trauma que de venir en travailler un étayage, quoi. Mais c'est difficile, hein, les groupes homogènes. Enfin, c'est une vraie réflexion. Et là, quand ça atteint trop de monde, enfin, je pense que les attentats, et notamment le Bataclan, enfin, c'était sur tellement de lieux, tellement de personnes impliquées, qu'effectivement, là, le groupe, même pour nous, là, les professionnels qui intervenons, enfin, ça déborde trop. Et que l'individuel, il est parfois privilégié. Moi, je suis intervenue en entreprise pour effectivement un suicide. J'ai vu l'ensemble des professionnels au moment de l'annonce. Mais on a été interpellés parce que la direction ne savait pas comment elle allait annoncer ça. Et effectivement, tu as raison, elle s'est négligée parce que la direction a dit on veut annoncer de la meilleure façon possible à notre personnel ce qui se passe et leur proposer tout de suite un temps où ils peuvent vous avoir pour parler tout de suite de ce qui leur vient. Donc là, c'était en groupe. Mais la direction a oublié qu'elle aussi, elle était en train de vivre quelque chose. Et effectivement, ça s'est fait dans un second temps. Mais même eux, ils n'avaient pas conscience qu'ils avaient peut-être besoin d'en parler parce que c'est pas simple de perdre un salarié. Mais on se sent pas au même endroit que les salariés. Justement, parce qu'on est les cadres, parce qu'on est les directeurs. Et ça, c'est important de faire cette différenciation-là. Mais bon, dans le groupe homogène qu'on pense, on a parfois des surprises. C'est pour ça que d'être deux en co-animation, c'est vraiment hyper important. Je pense que la question, en tout cas, de l'individuel et du groupe se pose dans la question de l'urgence, mais pas uniquement, de toute façon. En tout cas, de recevoir quelque chose d'effractant ou, au contraire, d'être étayé par le groupe, je pense que ça va pas se passer pour tout le monde de la même façon. Enfin, un groupe thérapeutique, par exemple, ça convient pas à tout le monde. Il existe des groupes de soutien par rapport à l'inceste, par exemple, par rapport même à des choses très intimes. Hein. Oui. Je pense qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir vraiment soutenues par le groupe. D'autres vont mettre des mots que moi, j'ai pas réussi à mettre. Mais ça me parle, ça résonne. Ça vient mettre du sens que moi, j'arrive pas à mettre. Et d'autres, au contraire, qui vont se sentir peut-être plus honteux, plus coupables, parce qu'ils n'ont pas réagi de la même façon. Enfin voilà, je pense que quoi qu'il en soit, le groupe peut être une force, peut être un vrai soutien, ou au contraire, peut être très déstabilisant. Et d'avoir la largesse de faire varier dans le dispositif pour basculer de l'un à l'autre dès que ça... Tiens, le troisième, s'il peut sortir avec... un qui a besoin à un moment donné autre chose, c'est important. Justement, j'ai travaillé avec une association d'art-thérapie qui prenait en charge les victimes du Bataclan. Mais c'était 2 ans après. Ça. On ne pouvait pas, il y avait tout le travail qui avait été fait avant. On ne pouvait pas les mettre en groupe. Et là, dans ce cadre-là, les groupes étaient soutenants. Enfin, les gens qui étaient là, c'était des petits groupes, mais ça fonctionnait. Alors, peut-être parce qu'ils étaient aussi prêts à ce moment-là d'y travailler. Mais en même temps, à Paris, là, les gens ils venaient vraiment en groupe. Les groupes d'amis venaient constituer à la cellule. Je pense qu'une psychologique, après on a fait 3/4 c'était l'individuel parce que c'est ce qui fonctionnait le mieux. Mais avant ils étaient vraiment soudés en groupe, à prendre un café ensemble. Après il y avait la prise en charge individuelle, ils se retrouvaient ensemble. Après, la notion de groupe était hyper importante. Oui. Ça ne les avait pas séparés. C'est ça que ça les racontait aussi. Après se pose la question, c'est une question que nous on se pose, c'est l'annonce du décès. Oui. C'est-à-dire que par exemple, on fait beaucoup d'exercices à l'aéroport et c'est qui est-ce qui va annoncer les décès. On a vu que sur l'accident de car avec les enfants, sur le passage à niveau, je ne sais pas qui a fait l'annonce, en tout cas il s'est fait gifler. Je pense qu'il était tellement dissocié pour présenter, pour le dire
que pour la maman, il a paru totalement décalé et avec de aucune ses affects. émotion qui s'est pris de baffe. Et je me disais, est-ce que c'est les cellules? Nous, c'est pas ce qu'on nous demande. Et c'est important aussi que ce soit quelqu'un qui ait une certaine autorité qui fasse l'annonce et pas quelqu'un qui est extérieur. On n'est pas là pour ça. Oui. On peut pas être le bourreau et le sauveteur. Je voulais vous demander au niveau du plus long terme, si des personnes présentent une dissociation traumatique ou une amnésie due au trauma, est-ce que le groupe risque de raviver le trauma potentiel avec tous les symptômes qui ont été jusque-là maintenus par les défenses, ou est-ce que ça peut justement aider à le vivre un peu plus collectivement? Je ne sais pas si ça peut aider ou si ça peut être délétère de le vivre en groupe. Ce que ça ramène, et peut-être que je n'ai pas posé tout à l'heure, c'est la question de qu'on appelle la période de latence. C'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui vivent des événements potentiellement traumatiques, qui peuvent être effractés et qui ne vont pas présenter de suite des symptômes traumatiques. C'est comme si on mettait une bulle autour de cette effraction traumatique et qu'il ne se passe rien en fait. Il n'y a rien de visible, parfois pendant des années, souvent plusieurs mois, mais parfois des années, avec toujours l'idée de qu'est-ce qui va bien pouvoir à un moment ou à un autre réveiller ça. Parce que les défenses c'est bien, mais ça dure rarement toute la vie. Dans cette période de latence, le potentiel c'est souvent un autre événement en fait, de vie particulier qui va ramener le premier qui n'a pas été du tout élaboré, ou pas du tout même symptomatique, va se remettre en route. Il y a toujours en tout cas une forme de prudence. C'est pas parce que les gens racontent un événement potentiellement traumatique qu'il faut qu'ils soient traumatisés par cet événement. C'est là où je mettais la distinction tout à l'heure entre l'événement lui-même et la subjectivité de quelqu'un. Parce que moi, dans le service où je travaille, c'est les médecins qui nous orientent les patients, parce que justement, le patient a raconté des choses horribles, et que forcément, il doit être traumatisé quelque part, forcément, même si c'est pas tout de suite. Et en fait, non, il y a aussi beaucoup de gens qui sont créatifs, qui mettent des ressources en place, et puis potentiellement, peut-être des défenses, et que là, tout de suite, il n'y a rien à voir. Et puis ça, c'est de fait, le psychologue travaille sur ce qui est visible. Moi, je peux travailler que quand il y a du symptôme quelque part. Je peux pas anticiper pour le patient. Et effectivement, c'est de se dire, est-ce que certaines choses pourrait pas réveiller, effectivement, est-ce que d'aller vers la sophrologie ou les médiations pourrait pas effectivement réveiller quelque chose. Mais c'est important parce que cette période de latence, elle peut être souvent mise en place finalement. Là, très vite, j'ai pensé à quelqu'un dans un contexte où on a proposé un groupe thérapeutique, musicothérapie et art-thérapie, et c'était ouvert à tout le monde. On a eu un groupe de 3 femmes qui se sont inscrites à ce groupe-là, et juste par curiosité de venir explorer des choses, découvrir des choses sur elles-mêmes, etc. Donc on avait un certain nombre de séances, on était à 8 séances à peu près, et donc avec l'art thérapeute, on travaillait sur des objectifs d'une séance à une autre. Ça se passait très bien dans le groupe, donc il y avait vraiment un groupe où la confiance était là, les gens se sentaient assez en sécurité, et à un moment donné, on s'est dit, bon, on a envie quand même de travailler un peu plus sur la profondeur. Qu'est-ce que toi, en tant qu'art thérapeute, tu vas ramener comme outil? Qu'est-ce que moi, musicothérapeute, je vais ramener? Je lui ai dit, moi, pour les profondeurs, je vois le souffle et la voix. Ça ne peut pas être plus profond. Et elle, de son côté, c'était l'argile. On a commencé par la musicothérapie, art-thérapie, donc d'une activité à une autre. Et on est arrivé, après un petit temps de détente, à l'argile, sous induction musicale, où elles avaient les yeux fermés et elles devaient travailler avec l'argile. Et cette femme-là, on la sentait... dans sa posture, comment elle travaillait l'argile, qu'elle était un petit peu gênée. On sentait son souffle très présent. Donc déjà, avec l'art thérapeute, on se regardait un petit peu, parce qu'on s'est dit, est-ce qu'elle était vraiment bien ou est-ce qu'il fallait qu'elle s'arrête? Le groupe l'a ressenti aussi, parce qu'ils lui ont fait un retour très très vite après, on a senti que tu étais mal à l'aise avec ça. Au moment où ça s'est produit, elle était en train de mettre sa main et de la fermer avec l'autre main, avec l'argile. Et donc, elle a fait comme une bombe comme ça, en fait, une petite colline, où la main était dedans,
mais vraiment avec une respiration profonde, pas bien. Et à un moment donné, elle enlève la main. Et l'expérience finit pour le retour verbal. Quand on lui a dit qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, eh ben, il y a eu son avortement. Son avortement qui pour elle était hyper traumatisant. Elle n'avait jamais parlé de cet acte-là. Elle a dû le vivre à peu près 8 mois avant la séance. Elle n'est pas venue ici pour ça. Et en même temps, ni son mari, ni sa maman, aucune de ses amies n'était au courant de ce qui s'est passé dans sa vie, de cette histoire-là. Et à ce moment-là, c'est apparu. Et le groupe était très contenant. Et heureusement que ça s'est produit pour elle à ce moment-là, parce que le contexte a fait que elle a pu verbaliser ce traumatisme-là et pouvoir le travailler. Et c'est ça ce que je disais. Ça veut dire que finalement, quand on passe par l'art-thérapie et la musicothérapie, on est sur des parcours un peu indirects. En fait, on ne sait jamais où est-ce qu'on va arriver, mais ça arrive quand même. Juste une phrase pour continuer dans ce sens. D'où l'importance de créer vraiment ce cadre contenant avant toute chose. Oui. Parce qu'une fois que le cadre contenant est là, il n'y a pas de souci. Tout ce qui peut émerger peut être accueilli, il n'y a pas de problème. Où commence vraiment l'incident, alors on parlait d'incident critique ou événement traumatique, enfin dans le contexte de l'entreprise, parce qu'on comprend dans le cadre des CUM que c'est plus évident en tout cas, dans un cadre de l'entreprise justement. Du travail. Oui. Où commence l'incident critique finalement? Parce qu'on voit où il termine, par exemple quelque chose du type suicide, mais alors est-ce qu'une agression, finalement comment la demande est accueillie? Enfin, est-ce que la demande se questionne? Alors là, c'est un très grand sujet, ça fait partie de la subjectivité des décideurs, des participants, de ceux qui étaient présents. Il y en a qui vont faire intervenir un psychologue ou une psychologue pour une intervention sur une agression d'un tiers, si possible, qui n'appartiennent pas à l'entreprise, parce que si c'est à l'intérieur de l'entreprise, on va peut-être essayer de se débrouiller autrement. Hein, on est un petit peu aussi dans ce qui se passe aussi en intrafamilial, quelque part. Et puis, d'autres qui vont essayer de se débrouiller comme ils peuvent avec cette problématique d'hétéro-agression d'une personne qui arrive au sein de l'entreprise pour agresser quelqu'un. D'autres entreprises vont avoir une personne qui va avoir un malaise effectivement, ce malaise, il ne s'agit pas juste je m'évanouis, je reviens et tout va bien. Non, c'est un malaise qui est beaucoup plus grave, qui emmène la personne peut-être à l'hôpital, avec une possibilité que ses jours soient en danger, et qui finalement, lui, il va bien. Par contre, ses collègues, effectivement, ont eu besoin de cet accompagnement, parce qu'il va bien, mais il a quand même des mois de traitement et de soins. Mais par contre, il y avait des personnes qui étaient présentes, et de voir cet accident de leurs collègues a été vraiment trop horrible. Et c'est leur demande aussi de se dire, nous, on a besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a ça qui se passe dans l'entreprise, on aurait besoin d'aide parce qu'on se sent démunis. Voilà, vraiment, ça fait partie de la subjectivité, je pense. Après, pour beaucoup d'entreprises quand même, notamment dans celles où je suis intervenue ou celles qui nous ont demandé à Epsilon, ça part quand même souvent des salariés. C'est-à-dire que les salariés disent... Enfin, on le vit pas bien, ça va pas. Voilà. Moi, j'ai été sollicitée, par exemple, pour des entreprises en centre-ville de Nantes, quand il y a eu les manifestations de l'année dernière, où par moment, ils rentraient dans les banques, ils cassaient tout. Voilà, il y a eu des entre guillemets des prises d'otages comme ça, ou des vécus de prises d'otages par certains salariés de banque, notamment sur les cours là de 50 otages. Ça peut être un accident suffisamment grave. Voilà, et je suis intervenue aussi pour un magasin où une cliente s'effondre à la caisse, un malaise, sauf qu'elle s'ouvre la tête et tout le monde a cru qu'elle était morte. Et donc là, voilà, tout de suite, il y a 2 salariés qui ont dit non mais nous, moi je peux même pas revenir travailler, je peux pas tenir la caisse parce que je vois son image, et hop, là dans ces cas-là, on est appelé et on intervient. Et en général, 24-48 heures. Parce que tout de suite, il y a quand même une parole qui va se dire on le vit mal, ou on peut pas revenir travailler dans cet état-là, ou on a besoin, en tout cas, de pouvoir en parler. Donc ça vient quand même souvent des salariés, je pense, avec des entreprises qui sont effectivement en capacité d'entendre. Mais alors oui, effectivement, ça vient souvent des salariés, mais parfois il y a aussi des encadrants qui sont très encadrants pour le coup, parce que les salariés, quand on est dans l'industrie, on a souvent affaire à des hommes, et alors pour eux, non, ça va aller, mais finalement ils sont quand même présents aux cellules psychologiques d'urgence, et au début ils n'en voulaient pas. Et ils sont présents et ils sont contents d'avoir été présents, entre guillemets, contents.
C'est vrai que nous, on est plus déclenché via le 15. Arrêt cardiaque d'un gamin sur un stade de foot, noyade à la piscine, acte 15 est en première ligne. Et à ce moment-là, il déclenche tout de suite. Nos déclenchements, ils sont plus importants sur des liens des fois avec le SAMU que sur les entreprises. En entreprise, on arrive et il y a déjà des équipes privées qui sont déjà présentes. Donc on bosse ensemble. Est-ce que les plans de licenciement d'une entreprise, les conflits dans une entreprise, les conflits du travail peuvent être considérés en soi comme des traumatismes ou susceptibles d'en causer? C'était ma première question. Et la deuxième est différente, qui va venir à l'esprit en vous écoutant. Et quelle est la place ou l'absence de la religion dans la question de donner du sens à ce qui ne semble plus avoir du sens? Le côté traumatique ou potentiellement traumatique d'un licenciement ou d'un plan social, il y a certaines entreprises qui se disent bah oui, on va faire venir des cellules psychologiques d'urgence. J'ai été là convoquée très récemment pour intervenir dans une entreprise qui va avoir un plan social à annoncer, donc ils vont faire l'annonce. Et moi, derrière, je vais recevoir en individuel ou en collectif des personnes. Sur la question de la religion, moi qui travaille auprès des migrants, c'est une question qu'on aborde beaucoup plus. Et je me suis rendu compte à quel point, alors en plus sous la casquette hôpital, donc la laïcité aussi, voilà, pas forcément évident, mais je me suis rendu compte à quel point c'est quelque chose en tant que thérapeute qu'on n'abordait pas. En tout cas, c'est pas quelque chose que j'aborde quand je suis en libéral, par exemple, auprès de patients français. Mais c'est extrêmement important, en tout cas, de travailler cette question-là. Et aussi parce qu'on est avec des gens qui sont déracinés de leur culture, de leurs appuis habituels, et que la religion est quelque chose qui va permettre de recréer à la fois du sens, mais aussi de la communauté, du soutien, de l'étayage, et qu'effectivement, travailler auprès des personnes qui arrivent de loin, ça m'a reconnecté avec la question de la religion et de pouvoir en tout cas en faire un objet thérapeutique, quel que soit ce qu'on en pense d'ailleurs, même si la question vient des patients, de leur incompréhension qu'en France il puisse y avoir des gens qui croient en rien, ça c'est impossible pour eux, mais en tout cas ce respect-là, et puis parfois ça va plus loin sur la question des soins traditionnels et de la place de la religion pour expliquer où aller mieux dans son mal-être. Donc c'est vraiment une question importante. Enfin, moi je travaille beaucoup plus avec les migrants que les patients effectivement français. Mais bien dommage parce que la question de la croyance, elle est centrale dans ces événements-là. Qu'on ait besoin de s'y raccrocher ou qu'au contraire, ça déstabilise la croyance qu'on a eue jusque-là. Moi, je dirais que ça vient du patient, justement. Moi, je vois en libéral, il y a des patients qui amènent à un moment donné la religion comme un soutien, mais pas tous, même ceux qui sont pratiquants. Je veux dire, et je trouve que c'est important que ça vienne pas du thérapeute justement, que de dire bon, est-ce que votre groupe social de religion peut pas être un soutien ou quoi. Je crois pas que ça doit venir du thérapeute. Je pense. Mais c'est très différent transculturel. Oui, voilà. Mais justement, je pense que comment ça se fait qu'on s'ouvre cette possibilité-là, que le thérapeute pose la question. Après, ça se travaille pas. Mais on se sent pas permis avec des patients qui sont français. Alors que c'est une question qu'on met beaucoup plus au travail dans le transculturel. Et je crois que ce décalage-là, il peut être intéressant à travailler, même s'il vient du thérapeute. Après, ça prend pas, ça en dit quelque chose ou pas. Ouais, moi, ça m'a ouvert l'idée, en tout cas, que oui, je faisais des différences, quoi. Juste pour la religion encore, je pense que c'est important de se rappeler l'étymologie du mot. Religion, ça veut dire religar, c'est-à-dire relier les choses. Donc, il y a peut-être quelque chose à entendre là dans la demande de religion. Et il y a peut-être aussi des outils tout à fait thérapeutiques qui peuvent faire office de ceux dont cherchent les gens quand ils ont envie de relier, de se relier, dans le cas des personnes éparpillées, et de relier les éléments qui ont été explosés du fait d'un événement traumatique. En tout cas, moi, je le travaille comme une ressource. C'est-à-dire quand on va exploiter les ressources du patient pour faire face à ce qu'il vit, ça fait partie des ressources qu'on exploite. Je pensais parce qu'il y a des croyances qui ne sont pas forcément religieuses, mais je pense que c'est inhérent à l'être humain vous avez dit, faire le lien. Ça me fait penser à donner sens, et je pense que c'est inhérent à l'être humain de vouloir donner du sens à des choses
qui n'en ont pas forcément de prime abord. Se reconnecter aux valeurs, en tout cas, que ce soit la religion ou autre chose. Des croyances. Mais ça déconnecte de certaines valeurs humaines et c'est se reconnecter à ces valeurs qui peuvent être importantes. En même temps, je trouve que c'est quand même à double tranchant. Ça veut dire qu'actuellement, quand on parle de traumatisme actuel dans le monde, c'est relié à une religion, d'une manière et d'une autre, dans la tête des gens. Ça veut dire que finalement, même là, par exemple, ça me renvoie un peu aussi à la guerre au Moyen-Orient et tout le témoignage que je peux avoir. Finalement, on a l'impression que c'est à cause de la religion qu'il y a la guerre. Ça veut dire que c'est parce qu'il y a ces communautés religieuses qui sont très ancrées et qui prennent une place énorme dans une culture précise et qu'il y a la guerre qui arrive à un moment donné. Et d'un autre sens où c'est forcément la religion d'une manière et d'une autre qui les laisse avoir un certain espoir finalement. Ça veut dire qu'il y aura un jour où je vais pouvoir rentrer chez moi parce que Dieu existe, parce que je crois en Dieu et je sais qu'il va pas me laisser et que je sais qu'il va me renvoyer chez moi à un moment donné. Donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a deux points de vue très, très différents. Parfois c'est démobilisateur parce que j'ai beaucoup de patients qui disent qu'ils s'en remettent à Dieu et donc ça immobilise un peu tout ce qu'on essaye de travailler en thérapie. Ça bloque. On se dit mince, alors si c'est Dieu qui décide, effectivement on est un peu coincé là. Oui, mais ou l'inverse. Mais bon, après on le tricote après, mais ça c'est pas du soin post-immédiat. Enfin je dirais quand on va aller travailler toutes ces ressources et toutes ces valeurs, c'est vraiment on est dans la construction psychothérapique. Oui. Et ça peut arriver en thérapie qu'on ait par exemple des patients qui vont dire finalement je doute que Dieu existe parce que voilà ce qui s'est passé quoi. Est-ce que vous pensez que les personnes qui vont réussir à surmonter un traumatisme, c'est relié au fait qu'elles sont résilientes ou pas? D'après Cyril Nick, qui est l'auteur qui a beaucoup mis cette question en avant, c'est l'idée d'être en capacité de dépasser des événements terribles et d'aller bien. Je le résumerai comme ça, et d'aller bien quand même. C'est difficile de distinguer pour quelqu'un, est-ce que c'est de la résilience ou est-ce que c'est défensif? C'est-à-dire que est-ce qu'elle est juste défensive en disant non, moi je vais très bien, ou est-ce qu'au contraire elle va vraiment très bien? C'est quelque chose qui n'est pas évident à distinguer. Maintenant, comme tout potentiel, traumatique, deuil, etc., il faut qu'il y ait du vécu émotionnel. C'est-à-dire que si la personne, elle a jamais du tout eu, à aucun moment, où elle a pu dire que ça l'avait fait souffrir, que ça avait été difficile, mais que, quand même, depuis, ça va mieux et qu'elle met des choses en place. Que le temps passe. Là, il y a plutôt l'effet de la résilience. Quelqu'un qui, dès le départ, dit « moi, nickel, tout va bien, ça me fait rien », ça m'étonne même que j'aille aussi bien, mais enfin, je vais bien. Là, on se dirait « oula, c'est peut-être défensif ». En même temps, on va pas aller bousculer cette défense parce qu'elle est utile aussi. Mais après, elle peut se travailler avec tous les objets que nous, on a, enfin, en tout cas, toutes nos méthodes et nos outils. Mais c'est pas évident, cette question-là. Maintenant, on travaille tous les jours avec ça. On travaille tous les jours en se disant, ce qu'on met en place, ça va permettre la capacité de résilience parce que parfois, elle vient de la personne elle-même, cette capacité de résilience. Alors, c'est pas toujours d'où on trouve toute cette force. Et puis, elle vient aussi des ressources extérieures et des rencontres et des personnes et de celle qui a dit un mot une fois qui a mis du sens et qui m'a permis d'aller mieux. Donc, effectivement, nous, professionnels du soin, on espère par moment réussir à travailler cette capacité de résilience pour que les gens aillent bien, ou au mieux possible. Après, il y avait une étude qui montrait qu'il y avait quand même 80% des gens, si on prend un événement quelconque, 80% des gens qui arrivaient à s'en sortir justement avec des capacités plus ou moins importantes de résilience. Et voilà, 10% qui allaient quand même un peu moyen et puis 10% qui allaient pas bien. Donc en fait, il y a quand même... Enfin voilà, il ne faut pas se dire qu'on est sur des proportions non plus. Alors c'est une étude, c'est des moyennes, etc. Mais je trouve que c'est important aussi de se dire qu'il y en a quand même plein qui peuvent aller bien. Oui, et puis la résilience, comme disait Laetitia, toi tu posais la question de être résilient. La personne est résiliente. Et je pense que c'est plutôt, comme le disait Laetitia, une personne, un mot,
un geste, un sourire, un regard qui fait qu'à cet endroit-là, il y a de l'humanité qui fait que pour elle, c'est résilient. Pour vous dire franchement, après un débat comme ça, j'aime pas conclure pour trouver une idée ou quoi que ce soit, parce que je me dis tout ce qui a été dit est vraiment intéressant et tout le questionnement qui est là est déjà très intéressant. Ce que je peux déduire peut-être moi-même en tant que professionnelle et après ce qu'on a pu écouter, c'est que finalement, c'est vrai que quand on parle de traumatisme, on a l'impression qu'il y a des procédures quand même qui sont quand même réfléchies, bien construites, qui sont mises en place pour qu'on propose des choses, pour des prises en charge bien pensées. D'autres techniques qui peuvent être aussi un peu plus sur le terrain, je pense par exemple à l'EMDR, rapidement, sans forcément aller dans les détails, mais qu'on dit que face au psychotrauma, on a quand même des techniques qui peuvent réussir des choses. Et là, ce que j'ai envie de dire, que finalement, l'être humain reste vraiment une personne à part entière et qu'il faut peut-être aborder la chose dans cette diversité-là. Ça veut dire que finalement, une seule technique ne peut pas fonctionner sur tout le monde et que peut-être que ce débat-là va nous ramener à réfléchir un peu plus sur tous les moyens qu'on peut donner pour prendre en charge quelqu'un qui est souffrant et qui a vécu un moment horrible dans sa vie, en fait. Je vous remercie. On vous remercie. Epsilon vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous.